Bonsoir Madame Baldé. Présentez-vous l'acteur de Vision Guinée, s'il vous plaît. Je suis Mamoudou Gawara, ingénieur géologue, 40 ans de carrière dans l'exploration minière. Et depuis 2010, j'ai créé mon propre bureau d'études dénommé Sonafini Géoconsult, qui fait de l'exploration pour les sociétés minières qui le font confiance. Et depuis juillet 2025, j'ai signé un protocole d'accord avec Kedo Consulting, basé aux États-Unis et piloté par Dr Abouakar Diallo. D'accord. Monsieur Diawara, la géologie, c'est quelque chose qui parle peu aux Guinéens. Et aujourd'hui, dites-nous pourquoi la recherche géologique est-elle si centrale pour l'avenir minière de la Guinée, surtout aujourd'hui où nous sommes? Disons que la recherche géologique, c'est un levier stratégique pour atteindre la souveraineté minière. C'est grâce à la recherche géologique que nous parvenons à connaître mieux les ressources du sous-sol que nous avons. Et plus nous les connaissons, mieux nous pouvons les évaluer et les valoriser. Et ça nous rend fort à travers le modèle géologique qui sort de cette recherche au cours des négociations, des contrats avec des investisseurs étrangers. Et beaucoup de Guinéens entendent parler des mines, mais rarement de géologie. Pourquoi la géologie est-elle avant le début et l'exploitation de la mine? Voilà, la géologie est en amont. En termes clairs, tout ce qui est géologique concourt à la découverte de ce qu'on appelle les gisements à exploiter. Et les mines, c'est toutes les opérations d'exploitation, de transport. Et il y a une troisième dimension qui est la métallurgie et qui concerne la transformation des ressources minières. Donc la géologie, elle est en amont. Sans la géologie, on n'a pas de mine. D'accord. La Guinée est souvent décrite comme un scandale géologique. Que signifie réellement cette expression aujourd'hui au-delà du slogan? Bon, l'expression scandale géologique, historiquement, vient du fait que de l'exclamation des géologues français qui ont vu les minerais effrités, qu'on appelle généralement minerais biscuits, sur le mont Nimba. Et de leur carrière, c'était pour la première fois qu'ils voient un certain degré de pureté de minerais à l'état naturel. Alors, ils se sont exclamés en disant la Guinée est un vrai scandale géologique. Mais si nous voulons ramener ça aujourd'hui aux ressources que nous avons, c'est seulement la bauxite et le fer qui sont vraiment énormes chez nous, qui sont dans des dimensions très, très grandes chez nous, et aussi d'un degré de pureté et puis des teneurs très, très élevées. Par exemple, si vous prenez la bauxite de Sangaredi, vous avez plus de 60% d'alumine, et le fer de Nimba ou de Simandou, c'est 65% de fer. C'est vraiment énorme. Donc, naturellement, trouver des gisements à cette teneur-là et avec moins d'impureté, c'est vraiment un scandale géologique. C'est naturel. Voilà. Vous avez évoqué Simandou. Le projet Simandou aujourd'hui, beaucoup de temps, on nous parle de Simandou 2040. Simandou, souvent, est présenté comme le plus grand projet minéraire de fer au monde. Du point de vue géologique, qu'est-ce que cela est? Simandou, c'est un gigantesque gisement de fer. Il est long et large et très profond. Donc, vous avez plus de 20 milliards de tonnes de fer. Et l'une des dimensions les plus appréciables du minerai de Simandou, c'est la qualité, le type et la qualité du minerai. C'est un minerai qui n'a pas beaucoup d'impuretés, qui a moins de silice, moins de phosphore et moins de soufre. Voilà. Parce que ces impuretés pénalisent la qualité du traitement
du minerai. Et le traitement de ce minerai dégage moins de gaz à effet de serre. Et c'est en cela que, au point de vue environnemental, que le minerai de Simandou est prisé à l'échelle internationale. Voilà. La Guinée maîtrise certainement les connaissances géologiques derrière Simandou ou reste-t-elle dépendante des acteurs extérieurs? On dépend des acteurs extérieurs parce que c'est pas la Guinée qui a fait les études. C'est pas la Guinée qui a fait les études. C'est vrai, on a connu l'existence de Simandou depuis la période coloniale, mais venir faire des études géologiques sérieuses, continues, jusqu'à découvrir, jusqu'à préciser les réserves et les teneurs, c'est Rio Tinto qui a fait ses études à partir de 1997 jusqu'aux années 2000, 2005, 2010, jusqu'au moment où ils arrêtaient. Donc c'est les investisseurs qui ont fait les études. Pas les Guinéens. En fait, les Guinéens ont participé comme géologues, comme acteurs, mais les décideurs, ceux qui ont réellement financé les études et qui sont maîtres de l'ouvrage, c'est Rio Tinto. Donc c'est Rio Tinto qui détient tous les secrets de Simandou, pas la Guinée. Ils nous donneront ce qu'ils veulent. Quels sont les risques lorsqu'un pays exploite un méga gigantesque comme Simandou, sans disposition et données géologiques nationales entièrement mises en œuvre? Bon, le risque, il est à plusieurs niveaux. D'abord, nous ne maîtrisons pas le jugement. Ça, c'est un grand défaut. Ça, c'est un grand risque. Et celui qui a travaillé, qui a fait les analyses dans ces laboratoires, va nous donner les caractéristiques que lui, il veut qu'on entende. Les caractéristiques réelles, normalement, nous devrions avoir un laboratoire de contre-expertise. À défaut de financer les travaux d'exploration, c'est-à-dire de recherche jusqu'à découvrir le gisement de Simandou, on pouvait faire quand même des échantillonnages ponctuels pour contrôler la qualité du minerai. Donc, et le prix du minerai, par exemple, dépend beaucoup de sa qualité. Et si cette qualité-là est minimisée ou maximisée, la Guinée n'a aucun moyen de faire le contrôle. Ça, c'est déjà un risque. Comment Simandou devrait servir de catalyseur pour une recherche géologique plus large plutôt que de rester un projet isolé? Bon, projet isolé, je ne crois pas tellement, et parce que il faut comprendre deux choses autour de Simandou. Il y a le projet Simandou qui concerne la mine, le chemin de fer et le port, et plus comment dirais-je, l'unité de métallurgie de l'acierie qu'on va construire. Ça, c'est le projet. Maintenant, il y a le programme Simandou. Le programme Simandou qui veut dire tout ce qu'on aura comme, comment dirais-je, comme bénéfice de l'exploitation de la mine, du transport du minerai et de la transformation sur place du minerai peut être injecté dans différents domaines, comme par exemple l'agriculture, l'élevage, et voilà, il y a 4 ou 5 piliers. Mais parlons des mines. Donc, si la Guinée veut tirer profit réellement de Simandou 2040, c'est d'investir dans la recherche d'autres ressources, des ressources autres que le fer. Parce que le fer, déjà, c'est connu, et c'est des gisements qui ne sont pas renouvelables. C'est pas des ressources qui sont renouvelables. Donc, en cette période de transition énergétique, mieux vaut se focaliser maintenant sur ce qu'on ne connaît pas beaucoup, étudier et découvrir de nouveaux gisements pour la diversification de la production minière. Renouvelable veut dire, une fois que... c'est exploité, ça ne revient plus, c'est fini. Donc, les 20 milliards, si on pompe 100 millions ou 200 millions par an, comptez dans combien d'années on va finir avec les 20 milliards. Et regardez la Côte d'Ivoire et le Libéria.
Ceux-ci avaient en partage le mont Nimba que nous avons chez nous. La plus grande partie du minerai de fer de Nimba est en Guinée. Mais la Côte d'Ivoire a fini d'épuiser sa partie, et tout comme le Libéria. Aujourd'hui, on ne parle plus de fer au Libéria et en Côte d'Ivoire. Donc la Guinée, un jour, on n'aura plus de fer. Alors, il faut transformer sur place, avoir de l'acier, et cet acier-là peut servir à fabriquer, on va avoir beaucoup d'unités industrielles pour fabriquer ne serait-ce que des motos ou des tôles à partir de l'acier qu'on aura. Regardez, toutes les motos qu'on a aujourd'hui viennent de l'Inde. Donc, si on a de l'acier ou de l'alumine, on met des unités de transformation sur place, les jeunes vont avoir de l'argent. Ça, c'est encore mieux que de transporter le minerai brut. Parce que chaque fois qu'on sort une tonne de minerai, c'est de l'argent et du travail qu'on exporte. Et notre jeunesse souffre. Souvent, on entend parler de souveraineté minière et de gouvernance. Le gouvernement parle souvent de souveraineté minière et la population y aspire. Qu'est-ce que signifie concrètement cette souveraineté minière pour la Guinée aujourd'hui? La souveraineté minière, en termes clairs, c'est l'appropriation par l'État de toute la chaîne de valeur de valorisation de nos ressources minières, c'est-à-dire de la recherche à l'exploitation, au transport, à la transformation. Si nous maîtrisons toute chaîne de valeur, il n'y a pas de problème que les Guinéens soient à chaque niveau décideurs dans l'organe de décision. Mais ce qui se passe aujourd'hui, comme nous ne prenons pas le risque d'investir dans la recherche, c'est les autres qui le font à notre place et c'est eux qui décident. On nous accorde juste 15% parce que nous sommes propriétaires de terrain et parce que c'est nous qui décidons des fiscalités et autres, donc pour qu'ils aient des allègements fiscaux quelque part. Mais si on ne transforme pas sur place, c'est une perte sèche pour la Guinée. Donc, il faut faire en sorte qu'on s'approprie toute la chaîne de valeur et qu'on fasse une gestion, une gouvernance correcte, dénuée de toute corruption et une redistribution judicieuse de ce que nous obtenons de nos ressources minières. La Guinée peut-elle négocier des contrats miniers équitables sans ressources certifiées ni modèle géologique moderne? Non, pas du tout. Pas du tout. Si on n'a pas de modèle à présenter, c'est ce que je viens de dire, on subit. S'il n'y a pas de modèle, on subit. Parce que l'investisseur va nous dire, ouais, vous aviez ça. Pourquoi vous n'avez pas accepté de prendre le risque de faire ceci et cela? Donc, lui, il prend le risque et le risque qu'il prend, c'est un investissement. Et in fine, il faut qu'il ait le retour de l'investissement. Et ce retour de l'investissement, il va le prendre sur le minerai qu'il va vendre. Ces investissements peuvent équivaut à combien jusqu'à combien? Non, ça dépend du type de gisement qu'on a à faire. Par exemple, il vous souviendra que quand la Guinée a voulu passer de 15% à un certain pourcentage, je sais pas exactement combien, Rio Tinto a demandé à la Guinée alors de financer et le chemin de fer et le port. Mais la Guinée a peiné à trouver de l'argent. La Guinée a peiné à trouver de l'argent. Et c'est maintenant avec la venue de CNRD, donc on a dit, bon, ils ont trouvé une formule, parce que personne ne connaît, on connaît pas le contrat qui lie l'État à ses investisseurs, mais c'est des investisseurs qui ont fait, étrangers, qui ont fait le chemin de fer et qui ont fait le port. Et c'est pourquoi on nous dit que 30 ans après, le port et le chemin de fer vont nous revenir. Donc, vous voyez que si nous avions, par exemple, étudié le gisement et financé la découverte du gisement
Et peut-être faire ne serait-ce que le chemin de fer, les rapports en termes de pourcentage allaient changer. Peut-être qu'on serait à 40 ou 55%.